Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Israël, comment ça marche? Eh bien, aujourd'hui, nous avons choisi d'aborder un sujet qui vous concerne. Malheureusement, il faut bien le dire, mais bon, c'est de plus en plus courant et c'est parfois une des conséquences de l'ALIA. Il ne faut pas se voiler la face. De quoi s'agit-il? Tout simplement du divorce. Divorcer en Israël, comment ça marche lorsqu'on débarque dans un nouveau pays qu'on ne connaît pas? On ne connaît pas ni les lois, ni les usages. Et en matière de divorce, ça peut parfois jouer des tours. Pour ce faire, j'ai à mes côtés Maître Liane Kehat. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, ça me fait plaisir d'être ici. Eh bien, nous aussi, on est ravis de vous accueillir. Vous êtes avocate en droit de la famille et des successions. Exactement. Et vous êtes là pour nous éclairer. On va bien sûr pas pouvoir aborder l'ensemble du sujet, mais en tout cas, les choses qu'il faut savoir lorsqu'on doit divorcer en Israël et qu'on est nouveau immigrant. Alors, par quoi on commence? Quelles sont les choses à faire, tout simplement? D'abord, je commencerai, disons, en France. Avant de venir en Israël, il faudra réfléchir au contrat de mariage qu'on a en France. Si un couple français a un contrat de mariage en France, il doit prévoir est-ce que peut-être il faut le modifier selon la vie en Israël. Par exemple, si nous prenons le contrat de séparation, en principe, le contrat français qui a été fait en France. Donc vous parlez du contrat de séparation de biens. Non, je parle, en principe, le contrat qui a été fait en France, il est valable en Israël. Il ne faut rien faire. Il ne faut même pas l'homologuer au tribunal. C'est valable. Oui, il est valable en Israël. Ben voilà, vous venez d'abattre un préjugé parce que parfois, souvent, on entend que lorsqu'on a un contrat de séparation de biens en France, il n'est pas valable en Israël. Donc c'est une erreur. C'est une erreur. En principe, s'il a été fait de bonne forme en France, il est valable en Israël. Maintenant, très souvent, en France, il se fait pour certaines raisons, comme par exemple, le conjoint a une profession libérale et il veut protéger sa femme et c'est pour ça qu'ils font un contrat de séparation malgré que c'est un premier mariage et les enfants sont tous communs et disons que ici, au contraire, ça peut ne pas protéger la femme parce qu'elle n'aura pas le droit en cas de rupture à la moitié des biens. Alors, quelle est la loi, justement, en Israël? Lorsqu'on divorce, une femme a droit à la moitié des biens appartenant à son mari, même si elle n'est pas, enfin, à son mari, en tout cas, acquis pendant le mariage, même si elle n'est pas, je pense à l'appartement, notamment, copropriétaire de l'appartement? En principe, la loi en Israël, pour les couples qui se sont mariés après le 1er janvier 1974, la loi, c'est la participation réduite aux acquis. C'est-à-dire que pendant la vie commune, il y a une séparation de biens, mais au moment de la rupture, les deux conjoints ont droit à la moitié des biens. Alors, même si c'est mis au nom d'un des conjoints seulement. Disons, un appartement est mis au nom du mari seulement, la femme a malgré ça droit à la moitié. D'accord. Alors ça, on est rentré déjà tout à fait dans le vif du sujet, mais tout simplement, lorsqu'on doit divorcer, on sait qu'en Israël, il y a des tribunaux rabbiniques et des tribunaux civils. Et il y a beaucoup de fantasmes autour de ces deux institutions parce qu'on se dit, on entend souvent que le premier qui va dégainer, entre guillemets, ou qui va aller demander le divorce devant l'un ou l'autre des tribunaux, alors c'est lui qui va avoir la main et qui risque d'obtenir le maximum de choses ou avoir gain de cause pendant le divorce. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est un leurre? Non, c'est pas tout à fait exact. C'est vrai qu'en principe, au tribunal rabbinique, on peut juger une femme qui a trompé son mari d'une certaine façon et on peut accorder le divorce facilement à l'époux. Ça marche pareil si c'est le contraire, si c'est un homme qui a trompé sa femme? Si c'est le contraire, ça marche pas pareil. La femme qui a trompé son mari doit divorcer immédiatement et le mari, c'est pas la même chose. D'accord. Donc, à ce point de vue, il n'y a pas d'égalité. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses qui se disent et qui ne sont pas exactes. Par exemple, il y a des fois où la femme a intérêt à aller au tribunal rabbinique. Si, par exemple, elle ne veut pas divorcer, elle veut shalom bayit et elle veut continuer à habiter l'appartement commun, l'appartement familial, le tribunal rabbinique peut lui accorder la possibilité de continuer à habiter cet appartement, tandis que le tribunal familial n'a pas le droit de donner ce genre de décision. Donc la juridiction est ici très importante. La juridiction est très importante, mais c'est vrai.
disons qu'à partir du mois de juillet 2016, c'est plus facile de commencer une procédure, puisqu'il y a une nouvelle loi qui a été émise et selon laquelle on peut introduire une demande au tribunal très facilement. C'est-à-dire que la course aux compétences, la course pour les juridictions, elle existe, mais elle peut se faire très facilement. Alors, on y reviendra dans une prochaine D'accord. émission parce qu'on ne peut pas aborder tous les sujets dans leur ensemble. C'est un sujet très vaste, mais je crois que c'est important d'expliquer à ceux qui viennent d'arriver, qui sont malheureusement parfois dans des situations familiales compliquées, quelles sont les grosses différences entre les tribunaux civils et les tribunaux rabbiniques lorsqu'on veut divorcer. D'abord, divorcer, on peut divorcer seulement au tribunal rabbinique. Au tribunal civil, 2 juifs ne peuvent pas divorcer. Disons, on commence de la base. En Israël, la loi est la loi religieuse en ce qui concerne le statut personnel. C'est-à-dire que si je suis juif, alors la loi qui est appliquée à moi, c'est la loi juive. Si je suis musulmane, la loi qui est appliquée est la loi musulmane. Donc, tout d'abord, on divorce seulement au tribunal rabbinique. On ne peut pas divorcer de personnes juives au tribunal civil, ok ? En plus... Mais pourtant, lorsqu'on divorce, on a des cas, on connaît des cas, tout le monde en connaît autour de nous, où les gens... d'abord s'adresse aux tribunaux civils. Exactement, c'est exact. En Israël, l'assignation au tribunal civil, malgré que ce n'est pas une assignation de divorce, c'est très souvent le commencement du divorce, malgré que ce n'est pas une demande de divorce. Alors, c'est une assignation en divorce? C'est une assignation, pas en divorce, c'est surtout une assignation pour la pension alimentaire des enfants ou de l'épouse, la garde des enfants. Ce sont en général d'ailleurs la plupart c'est en général les femmes qui commencent la procédure, ok ? Et c'est effectivement une demande de pension et une demande de garde des enfants. C'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que ça commence. Alors, et les tribunaux rabbiniques, ils entrent à quel moment en ligne de compte ? Ils peuvent rentrer seulement à la fin quand les époux arrivent à un accord, malgré qu'ils ont commencé par un contentieux, ils sont arrivés à un accord, ils veulent divorcer, alors ils sont obligés de passer par le tribunal rabbinique parce qu'on ne peut pas divorcer autre part. Et des fois, on peut aussi... C'est le fameux get. Oui, bien sûr. D'accord. Des fois, on peut aussi s'adresser au début au tribunal rabbinique, demander la pension alimentaire au tribunal rabbinique, demander la garde des enfants au tribunal rabbinique. L'épouse peut se rendre commencer la procédure au tribunal rabbinique. Alors, en général, on dit que ce sont les maris qui font ça parce que c'est plus avantage. Non, c'est pas exact. C'est pas exact. Mm-hmm. Dans le cas d'une femme qui a trompé son mari, bien sûr que c'est bien d'aller au tribunal rabbinique. D'accord. Mais pas toujours. Aussi, on peut dire que les tribunaux rabbiniques ont moins d'expérience de traiter le partage des biens. C'est quelque chose de plus compliqué, surtout s'il y a beaucoup de biens. Alors, si on s'adresse au tribunal rabbinique pour traiter un partage de biens... lésé. C'est plus dur. Oui. Je comprends. Vous êtes souvent sollicité par des Olim Hadashim. Oui, bien sûr. Vous voyez que l'alia est souvent un traumatisme ou ça n'a rien à voir? Ou ce sont des problèmes qui sont importés, on va dire, disons, dans leur ça nouvelle vie. dépend. Bien sûr qu'il y a des cas où, disons, qu'un des conjoints s'est intégré facilement. Disons, le mari qui travaille en Israël s'est intégré très facilement. Et par contre, la femme qui ne travaille pas s'intègre beaucoup moins facilement. Alors, il y a quand même un différend entre les deux parties. Mais c'est pas toujours. Des fois, ça a commencé en France déjà. C'est-à-dire que déjà en France, le couple n'était pas bien. Ils pensent qu'en venant en Israël, tout va s'arranger, mais en fait, ça ne s'arrange pas. Des fois, c'est le contraire. Des fois, ça devient encore plus dur, puisque c'est pas c'est un nouveau pays, de nouvelles épreuves. C'est encore plus difficile. D'accord. Alors en France, on connaît bien sûr, comme dans d'autres pays francophones, le système du divorce à l'amiable ou du divorce pour faute. Est-ce que c'est une notion qui existe ici? Oui, bien sûr. Le divorce à l'amiable, d'abord, disons que tous les avocats qui s'occupent du droit de la famille vous diront qu'il faut d'abord essayer d'arriver à un accord à l'amiable, si c'est possible. Si c'est possible pour tout le monde, pour les enfants, mais c'est pas toujours possible, parce qu'il y a des fois des couples qui ne sont pas capables d'arriver à un accord entre eux. De se parler déjà. Oui, de se parler. En plus, il y a des fois des exigences très importantes qui ne sont pas justifiées. Et donc, même si quelqu'un prétend qu'il veut arriver à un accord, mais si elle a, disons, une épouse qui a des exigences énormes et qui ne sont pas justifiées, alors le mari ne peut pas arriver à un accord, même s'il le veut.
Et aussi, c'est très tendu, disons. Il y a beaucoup d'émotions dans ce genre de... Et si on passe par un avocat, ça aide ou pas à essayer de rédiger un accord à l'amiable, d'avoir un intermédiaire pour parler? Bien sûr, évidemment. Il faut toujours essayer, mais c'est pas tout. Les C'est pas conjoints évident ne veulent d'arriver. pas toujours le faire. Alors, divorce pour faute, ça veut dire quoi en Israël? Alors, pour divorcer en Israël, en principe, on divorce au tribunal rabbinique. Pour demander le divorce, il faut une faute de l'autre conjoint, sinon on n'a pas le droit de divorcer. En principe, la loi juive, elle dit, on divorce seulement en consentement mutuel. On ne peut pas divorcer parce qu'on a envie de divorcer. Si l'autre n'est pas fautif, on n'a pas le droit de divorcer. Ouais, mais enfin bon, si ça marche pas, si on ne s'entend plus. Alors, il faut prouver effectivement qu'il y a ou bien une faute de l'autre partie, ou bien si tout simplement j'ai envie de divorcer, c'est pas donné qu'on va m'accorder le divorce. Disons que moi je suis le mari, je veux divorcer. Mon épouse ne veut pas divorcer. Elle dit non, j'accepte pas, je veux le shalom bayit. Et on peut traîner un divorce pareil pendant des années. C'est vrai que les dernières années, le tribunal rabbinique essaye d'avancer, parce que la vie moderne, elle applique aussi les tribunaux rabbiniques. Mais quand même, je peux vous montrer plusieurs dossiers qui traînent et un des conjoints n'est pas... Lorsqu'un des conjoints ne veut pas divorcer. Exactement. Ok, la notion du shalom bayit, évidemment, n'existe pas en France. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, disons un couple où l'épouse n'a pas assez de revenus pour être indépendante. Ok. Alors, elle peut venir au tribunal rabbinique et dire, ok, je veux pas divorcer, je veux le shalom bayit. En principe, c'est pas vraiment qu'elle veut le shalom bayit, mais elle n'a pas, si elle ne reçoit pas une offre qui lui convient, qui lui permet de vivre dans les mêmes conditions où elle a vécu avant. Donc elle refuse le divorce jusqu'à obtenir ce qu'elle veut. Exactement. Alors justement, est-ce qu'il y a des barèmes en fonction du nombre d'enfants, en fonction... est-ce qu'il y a des choses déjà qui sont minimum, où on sait par exemple qu'une femme a le droit, si elle a 2 enfants ou 3 enfants, à obtenir X de son mari? D'abord, on ne doit pas confondre entre la pension alimentaire qui est accordée à l'épouse en Israël si elle ne travaille pas, ou si elle travaille et gagne beaucoup moins que le mari, elle a droit à un complément, et la pension alimentaire des enfants. En complément, en fonction de quoi? En fonction de son niveau de vie antérieur? Oui, exactement. Tant qu'elle est mariée, si Oui, elle bien divorce, sûr, il bien n'y sûr. a pas de mésonote pour l'épouse, évidemment. Il peut y avoir une certaine prestation si le couple décide, si le mari accepte d'arriver à un accord et de verser une prestation à sa femme. Mais en principe, l'épouse a droit à une pension tant qu'elle est mariée. S'il y a un guet, elle n'a pas droit à une pension alimentaire. Ah, c'est-à-dire que l'épouse a droit à une pension pendant la période du shalom bayit, c'est ça? Bien sûr. Juste tant qu'elle est mariée, elle a droit à une pension si elle ne travaille pas. Si elle travaille et elle peut subvenir à ses besoins Je comprends pas, excusez-moi, mais je comprends pas très bien. Lorsqu'on est en période de shalom bayit, c'est quoi? C'est un pré-divorce? C'est un accord? Une période de shalom bayit, c'est disons que le couple ne s'entend pas, ok? Et la femme va au tribunal et elle demande des mésonotes pour ses enfants, ok? Au tribunal de famille. Elle peut parallèlement à cette demande, elle peut faire une demande de shalom bayit au tribunal rabbinique. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le mari peut dire je ne veux pas, mais les dayanim peuvent dire ok, vous ne voulez pas, mais on voit pas qu'il y a une faute de la part de votre femme. Donc vous êtes obligé d'accepter cette. Vous n'êtes pas obligé demande. d'accepter, mais on peut pas prononcer le divorce. Par contre, on peut pas forcer un shalom bayit, mais on peut ne pas accorder le divorce à l'époux. D'accord. Et par rapport à la prestation compensatoire pour la femme? Alors, ça dépend si elle travaille ou si elle ne travaille pas. Si elle travaille d'abord et elle peut subvenir à ses besoins, elle n'a pas le droit. Mais par exemple, disons qu'une femme travaille et ils ont un appartement commun où ils habitent. Alors, le logement dans cet appartement, c'est aussi une sorte de mésonote. Bien sûr. Donc, elle peut demander au tribunal rabbinique de continuer à habiter cet appartement tant que le divorce n'est pas prononcé. Et là, elle peut, en fait, disons que le mari, que les deux époux sont en train de verser chaque mois le crédit à la banque. Oui. Donc, en principe, elles vont continuer à habiter cet appartement et le divorce n'est pas prononcé. C'est vrai qu'il n'y a pas un vrai shalom bayit, mais quand même, ils ne sont pas divorcés. C'est compliqué. Hein? Oui, c'est compliqué. Vous devez bien vous amuser tous les jours, je vois. Juste pour revenir à ma question concernant les enfants, est-ce qu'il y a un barème préétabli pour une famille, on va dire, de 2 enfants? Une famille moyenne, en principe, on considère les tribunaux familiales ont considéré 1400 shekels
pour les frais indispensables de l'enfant. Les frais indispensables par enfant. Les frais indispensables, c'est la nourriture, les chaussures, les vêtements, les frais médicaux indispensables. Et ça, c'est pour la base. Et évidemment, à ça, il faut ajouter le logement. Alors, pour le logement, nous parlons d'un tiers du loyer antérieur au divorce. Et si c'est, par exemple, si un loyer, si c'est pas un loyer, disons qu'après le divorce, l'épouse, elle achète un appartement, alors elle a droit et elle prend un crédit. Alors, en disant que c'est une sorte de logement virtuel qui est payé. C'est comme un loyer virtuel. Ce crédit. C'est une somme qui est... Donc, elle a droit de toute façon, malgré qu'elle ne paye pas un loyer, elle paye un crédit, elle a droit quand même à ce logement. Et c'est à cette compensation pour le logement exactement. Qui correspond à un tiers du loyer. Oui. Un tiers du loyer, quand c'est un enfant, quand ce sont 2 enfants, c'est 40%, et quand ce sont plus de 2 enfants, c'est 50%. D'accord. C'est quand même intéressant. Bon, j'imagine qu'on pourrait encore en parler pendant longtemps. Il y a encore plein de choses à dire. D'ailleurs, vous allez revenir pour une autre émission. Merci beaucoup de nous avoir donné quelques pistes. Voilà, en tout cas, j'espère que ça aidera celles ou ceux, parce qu'il y a aussi des papas qui sont parfois dans cette problématique du divorce. C'est pas toujours facile, ni pour les uns ni pour les autres. Donc, c'était bien d'être venu nous en parler. À bientôt. À bientôt, au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.